Salut les amis, bienvenue à Chamonix. Nous sommes le jeudi 25 août, nous sommes donc la veille du départ de cette UTMB 2022. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager tous les derniers moments avant la course, le dernier petit run, la préparation du sac, la préparation du matériel, la préparation des ravitaux. On va parler aussi de stratégie alimentaire, on va parler aussi de stratégie de course. Et puis vous partager un petit peu ces petits tips, ces petites actions qu'on peut avoir juste avant la course pour se préparer et se mettre dans les meilleures conditions. Donc c'est une vidéo qui va parler de l'UTMB évidemment, de cette course. On va s'y préparer, on va la faire, on va la débriefer, mais on va essayer aussi de voir un petit peu tout ce qu'il y a autour de la course et puis essayer de vous partager, comme toujours, un maximum de conseils, un maximum de recommandations pour que vous puissiez, vous aussi de votre côté, préparer au mieux vos courses et donc là notamment vos formats ultra, vos longues distances. Donc là, comme je disais, on est le jeudi 25, on est la veille de la course. Donc vous voyez là je suis un petit peu en tenue, je suis prêt à partir puisque là je vais aller faire un dernier petit run. Donc ce dernier petit run ça fait partie donc du coup de la phase d'affûtage. J'ai fait un post il y a pas longtemps sur Instagram par rapport à l'affûtage. Donc je rappelle un petit peu les bases de l'affûtage, c'est de réduire drastiquement le volume tout en maintenant la fréquence des stimulations. Donc faut pas courir moins souvent, faut garder la même fréquence et il faut essayer aussi de maintenir de l'intensité. Donc là, la sortie que je vais faire, ça va être une sortie qui va durer peut-être 45 minutes maximum. Et puis dedans, on va essayer de mettre quand même un petit peu d'intensité avec quelques accélérations à plat, mais aussi en côte. On a repéré un petit segment là, pas très loin de là où je suis, où on a travaillé la semaine passée quand j'étais en formation avec tout le groupe de la clinique du coureur, du coaching du coureur. Et donc je vais retourner un petit peu dans ce segment pour mettre un petit peu d'intensité en côte. En rentrant de ce petit run, on va manger, on va essayer de faire une sieste. J'en profite pour parler de l'importance du sommeil. Clairement, sur ces formats longue distance, et moi j'ai envie de dire un petit peu sur n'importe quelle course, la gestion du sommeil avant course est capitale. Il y a pas mal d'études qui montrent que justement plus on va avoir mis de sommeil en banque, plus on va avoir fait le stock de sommeil avant la course, plus ça va être bénéfique et plus ça a un impact positif sur la performance. Donc voilà, essayer d'optimiser les heures de sommeil avant la course, c'est vraiment une stratégie ultra payante. Cet après-midi, on parlera du ravitaillement, de la stratégie alimentaire que je vais adopter. Je vous montrerai un petit peu ce que j'emmène avec moi. Et puis, on va essayer d'aller récupérer le dossard. Normalement, je suis prévu pour demain. Je m'y suis pris un peu en retard dans les inscriptions. Et donc, j'ai un créneau qui est un peu pourri demain midi. Donc, je vais voir si je peux pas passer cet après-midi pour récupérer le dossard et finaliser bien les sacs pour l'assistance. En parlant d'assistance, on va parler de la stratégie de course. Il y a pas mal d'études qui sont faites autour de l'ultra et la stratégie de course. Et clairement, le fait de maintenir stable une intensité tout au long de la course est clairement ce qui semble apporter le plus d'intérêt sur la performance. Donc on parle de pacing, donc c'est cette notion de maintenir une allure ou maintenir une intensité, parce qu'évidemment, avec le dénivelé, on peut pas forcément se baser sur l'allure. Donc cette sensation de pacing, elle peut être juste au ressenti d'intensité. C'est pour ça que c'est très important de travailler ça en amont, de connaître un petit peu ses zones d'intensité, connaître sa perception d'effort. On fait souvent référence à la capacité à parler pour savoir un petit peu dans quelle zone d'intensité on est. Mais si on se connaît bien, on peut aussi se fier à la fréquence cardiaque, même si sur ultra, je mettrais un petit bémol, parce que forcément au début, l'excitation et compagnie risque de nous faire palpiter un petit peu plus, donc peut-être que on aura des valeurs un petit peu hautes. Et puis il y a ce phénomène au bout de 6 heures en général où on va avoir un petit décroché de la fréquence cardiaque, et ça c'est tout à fait normal, c'est chez tout le monde pareil, qui va descendre d'un cran en fait tout au long de pour toute la suite de la course. Donc c'est pareil, il faut aussi prendre en compte cette notion-là pour avoir la bonne zone de calcul. Je trouve que ça fait quand même beaucoup de paramètres à gérer, et donc c'est pourquoi moi je me fie personnellement beaucoup plus à ma perception de l'effort, à ma sensation, à ma capacité à parler, pour savoir un petit peu dans quelle zone je suis. Et c'est donc pour ça que je pense prendre le départ de l'UTMB en enlevant la montre de mon poignet. Je vais quand même la mettre dans le sac, parce que si je me retrouve comme ça et puis en manque de ma montre au bout de 20, 30 ou 50 km parce que je me sens pas bien, si j'ai envie de la remettre au poignet et que ça me fait plaisir de le faire, je pourrais l'avoir sous le coude. Mais c'est aussi un bon moyen de me détacher un petit peu du chronomètre, de l'allure, de la fréquence cardiaque pour bien me recentrer sur moi. Donc là, du coup, si vous l'avez compris, ma stratégie de course, ça va être assez simple. Ça va être de maintenir un niveau d'intensité à peu près identique tout au long de la course. Donc ça va impliquer de ne partir pas trop vite. Alors il y a toujours un petit peu cette problématique de se dire si je pars pas trop vite, je vais peut-être pas choper le bon wagon qui va me traîner un petit peu vers l'avant.
De toute façon, même en se disant qu'on part pas trop vite, on va toujours partir plus vite que son niveau d'allure moyenne. Donc voilà, je vais me laisser embarquer un petit peu, tout en étant quand même bien au fait de mes sensations et en restant dans une situation vraiment de contrôle. Voilà un petit peu pour ce matin, donc je vous embarque avec moi, on va aller faire le dernier petit run, et puis c'est parti pour la suite. C'est parti pour cette dernière petite sortie. Donc on est sur la route qui mène au lac des Gaillans, donc c'est le chemin qu'on va emprunter demain au début de course. Donc c'est un petit faux plat descendant. Là devant ça va bomber, ça va partir à 3 kg ou 3,30, pas beaucoup moins je pense. Et puis nous on va aller se chercher une petite grimpette là, un peu après le lac. Avant d'attaquer, on va se faire quelques gammes en montée, parce que c'est spécifique à ce qu'on va faire aujourd'hui. Et donc on va notamment faire un travail de montée de genoux avec plusieurs variantes, un travail en cadence, un travail en amplitude et enfin un travail en puissance. Donc voilà, on va passer 5-6 minutes là à faire des gammes et puis après on attaquera la montée. Allez, on se lance dans la montée. On va faire une fois le parcours en reco, en alternant course et marche. Et puis après, on le fera une seconde fois en course. Fin de la montée, on redescend tranquillement. On va prendre une petite minute ou deux de récup en bas. Et puis après c'est parti. Ça grimpe pas. Ça va durer 3 minutes. Donc c'est pour ça, je reviens sur ce que je disais sur l'affûtage. Donc séance pas trop longue, on réduit le volume. Par contre on maintient l'intensité. Donc là voilà, c'était tout en zone 1, tout en aisance là jusque là. Même la montée, je l'ai fait quand même avec quelques petites accélérations pour faire monter un peu le cardio. Et tout le reste, là ça va se faire en intensité. 3 minutes d'effort intense. Et puis il y aura tout un retour au calme, comme à l'aller, pour récupérer. Et on sera bon. Les jambes seront prêtes pour demain. Alors on pourrait se poser la question de pourquoi je vais faire un effort intense en montée. Alors la réponse elle est assez simple. C'est qu'en montée, je vais marcher. En montée, on est sur un effort qu'on appelle concentrique. On a des muscles qui se contractent et qui se raccourcissent. Et ça, en fait, ça crée pas de dommages musculaires. On ne se blesse pas en concentrique. On se blesse exclusivement en excentrique. Donc quand on freine le mouvement, quand le muscle se contracte en même temps qu'il s'allonge. Donc typiquement ce qu'on retrouve en descente. Et donc là, d'aller faire un effort intense, même maximal en montée, il n'y a aucun risque de lésion, il n'y a aucun risque de blessure là-dessus. Bon après, hormis me tordre. Bon, je sais pas pourquoi la caméra a coupé. En gros, je disais, il n'y a pas de risque à faire un effort intense, voire maximal en montée, parce que le régime de contraction qu'on utilise n'est pas délétère pour le muscle, n'est pas traumatisant pour le muscle. Et donc, c'est vraiment intéressant parce que ça permet par contre d'avoir un effort intense au niveau cardiovasculaire, au niveau physiologique, sans traumatiser le muscle. Donc là, typiquement une veille de course, voilà, on fait un petit rappel d'intensité avec pas de contraintes, ou très peu de contraintes au niveau musculaire. Donc voilà, pour ceux qui se poseraient la question de est-ce que c'est intéressant d'aller faire ça proche d'une course, pour moi la réponse est oui. Allez, c'est parti. Effort vraiment intense, hein. Comme prévu, 3 minutes, à peine plus de 3 minutes
d'effort. Donc ça fait du bien, ça décrasse. La dernière fois que j'ai fait ce type de séance, j'ai vraiment eu des bonnes jambes, les jambes légères les jours qu'on suivi. Donc on va miser là-dessus pour demain. Donc voilà, retour au chalet, repas, sieste, et on se retrouve après. Allez, ciao. Et nous revoilà dans la chambre. Donc après le petit run de ce matin, j'ai profité de la fenêtre métabolique pour manger, me restaurer et refaire les stocks d'énergie. Ensuite, j'ai enchaîné avec une petite sieste, très courte mais petite sieste quand même. Et puis je me suis penché sur la gestion du ravitaillement, la gestion de la nutrition. Donc là, on va parler de ça. Donc, vous allez voir, il y a pas mal de trucs. Ce que je vais faire, c'est que je vais me poser et puis je vais vous expliquer tout ça un petit peu en détail. Je vais commencer par vous présenter un petit peu les produits que j'ai choisis et puis après, je vous explique la stratégie. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce ravito? On va retrouver pas mal de choses. Je vais commencer de la gauche vers la droite. Comme je les avais déjà présentés, je vais utiliser les produits de chez NAC. Donc je vais utiliser 2 barres chez NAC. Je vais utiliser la barre Energy Berries and Nuts. Donc c'est des fruits rouges et puis des noix. Et puis la barre caféinée Caramel Macchiato qui passe vraiment très très bien. Donc voilà les 2 produits solides que je vais utiliser chez NAC. Et puis je vais également utiliser leur boisson d'effort. Donc leur boisson d'effort, la boisson Ultra Énergie. Donc j'ai le goût pastèque et j'ai le goût citron. Je pense que je vais faire une petite alternance des deux, histoire de pas me lasser du goût. Et donc voilà ce que je vais retrouver chez NAC. Je peux aussi, si ça vous intéresse, vous proposer un code promo pour l'achat de vos produits chez NAC. Je vais mettre ce code dans la description. Donc n'hésitez pas à aller regarder leurs produits. Moi j'en suis vraiment très content. On va passer aux compotes maintenant. Donc aux compotes, on a quelque chose de très classique, pas besoin de produits d'effort, une bonne compote Andros. Enfin, je crois que c'est Andros. Bref, c'est la compote de base avec de la pomme, de la framboise, de la myrtille. J'aime bien en général les trucs aux fruits rouges, ça passe bien en goût pour moi. Il me reste également 2 purées Baou à la patate douce. Bon, ça permet de changer, de prendre quelque chose d'un peu salé. Et des fois, ça fait du bien au bout d'un certain temps. Et puis, j'ai également 4 compotes un petit peu fruits rouges également de chez Decat. Donc voilà pour les compotes. Et puis, le troisième élément un petit peu de mon ravito, ça va être quand même quelques gels. Là aussi, des gels qui viennent de chez Decat. Donc les Energy Gel Plus ou le Energy Gel. Donc voilà, pareil, là j'ai 3 parfums, coca, citron et framboise, qui permettra de varier un petit peu les plaisirs. Les gels, je suis pas forcément un grand fan de base, mais je dois quand même reconnaître que ça fait le taf en termes d'apport en glucides, et puis c'est surtout hyper pratique, pas très lourd, pas très encombrant. Donc voilà en général pourquoi je prends aussi des gels. Allez, je vous parle maintenant de la stratégie de course. Donc je m'ai pris mon petit papier parce que quand même j'ai besoin d'un petit peu de notes. Donc dans l'idée, ça va être d'avoir des apports en glucides, notamment tout au long de l'épreuve. On peut essayer de partir sur une stratégie qui rajoute un peu plus de protéines sur la seconde partie de course pour compenser un petit peu les pertes musculaires. Mais clairement, si on commence à rentrer tout ça dans l'équation, ça devient un énorme casse-tête. Donc moi, j'ai préféré me simplifier les choses et rester concentré, focus sur les glucides. C'est là pour moi un très bon moment de rappeler que toutes ces stratégies alimentaires, ça se travaille à l'entraînement. Quand vous êtes sur des durées d'effort comme ça très longues, vous allez devoir ingérer quand même une bonne quantité de glucides. C'est pas naturel du tout, et si vous n'y êtes pas adapté, si vous n'y êtes pas habitué, ça risque de poser problème, et c'est pour ça qu'on rencontre autant de problèmes intestinaux sur les courses d'ultra. Moi aussi là-dessus, je ne coupe pas à la règle, et je pense malheureusement que je n'ai pas assez travaillé justement cet apport en glucides durant mes entraînements. J'ai pas suffisamment adapté mon corps à ingérer des grandes quantités de glucides, donc je sais que je vais être limité là-dessus et que je peux pas passer de j'ai pas l'habitude d'en prendre à l'entraînement à passer à 100 grammes de glucides par heure comme certains peuvent faire sur une course d'ultra. Là, je sais clairement que mon corps, mon intestin ne le tolérera sans doute pas. Il y a une fourchette qui est conseillée en général entre 50, 60 et 80 grammes de glucides par heure. Déjà, si on arrive à ingérer ça, c'est quand même très intéressant. Sachant que je me suis pas trop entraîné là-dessus, j'ai basé mon calcul de base sur un 50 grammes de glucides
par heure. Il faut donc avoir une idée globale du temps qu'on va mettre sur la course. Donc ma fourchette, elle est entre 30 et 35 heures, on va dire, et ce qui me donne un total de glucides que j'aimerais avoir entre environ 1500 et 2000 grammes de glucides sur l'ensemble de l'épreuve, tout ravitaillement confondu. Et donc maintenant, il va falloir découper ces 1500, 1600, 1700, 1800 grammes de glucides. J'ai essayé de voir ce qui me paraissait cohérent et au final, je suis tombé sur un total autour d'à peu près 1800. Donc on va voir un petit peu comment ça se répartit. J'ai déjà retranché les ravitaillements de l'organisation. Pas ceux où je vais avoir l'assistance et pas ceux où il y a des vrais repas qui sont servis. Donc sur ces ravitaillements-là, les petits ravitaux un peu classiques, moi en général je mange pas mal de fruits, puis j'arrive à choper 2-3 trucs autour. J'ai considéré que j'allais consommer une vingtaine de grammes de glucides. Et des ravitaillements comme ça, il y en a 5, donc 5 fois 20 grammes, 100 grammes, j'ai retiré 100 grammes. Sur les gros ravitaillements, ceux où il y a des repas ou ceux où je vais pouvoir avoir mon assistance qui va venir et donc m'apporter aussi à manger. J'ai compté le double, 40 grammes, sachant que j'espère peut-être parfois faire un peu plus que 40 grammes, mais je préfère voir un peu à la baisse. Des ravitaillements comme ça, du coup, il y en a 6, et ce qui me fait du coup un total de 240 grammes. Encore une fois, je les retranche. Ensuite, j'ai retranché les flasques. Le problème des flasques, c'est que je ne vais pas partir avec mon sac de poudre dans le sac. Je vais partir, je pense, avec 3 flasques. J'aurai une flasque où il y aura tout le temps de l'eau, et j'aurai 2 flasques où il y aura des produits. Le seul moment où je pourrai changer mes flasques où il y a des produits, ce sera les endroits où mon assistance sera. Donc ça, ça me donne du coup une dizaine de flasques avec des produits énergétiques tout au long de la course. J'ai environ 50-55 grammes de glucides par flasque, donc ce qui me fait un total de 500 grammes. J'ai retiré 500, pareil, j'ai vu un petit peu à la baisse. J'ai retiré 500 grammes un petit peu du total. Et ensuite, du coup, il me restait à calculer un petit peu combien de produits, combien d'éléments entre mes compotes, mes bars, mes gels, j'allais devoir prendre avec moi entre chaque tronçon. Donc du coup, pour arriver sur environ 50 grammes par heure, ça me fait prendre un produit toutes les 45 minutes. Si je rapporte ça au nombre d'heures, il va falloir que sur l'ensemble de l'épreuve, je consomme entre 40 et 45 produits. Ça fait beaucoup. Donc évidemment, heureusement que je pars pas avec tout sur moi d'emblée, parce que là, ça aurait été hyper lourd. Et heureusement qu'on a la possibilité de se recharger régulièrement tout au long du parcours. Et enfin, la dernière étape, c'est de découper la course par tronçon en fonction des endroits où on sait qu'on va pouvoir recharger, estimer à peu près le temps qu'on va mettre entre chacun de ces tronçons. Et du coup, en fonction du temps, on sait quelle quantité de produits, combien de produits on va pouvoir prendre. Donc voilà comment j'ai construit cette planification au niveau nutritionnel. J'espère que ça pourra vous donner des pistes, j'espère que ça pourra vous donner des idées un petit peu pour essayer de peut-être mieux gérer, mieux contrôler cet aspect-là de votre course, parce que clairement sur Ultra, c'est quelque chose de très déterminant. Alors pour clore un petit peu ce chapitre nutrition, je me suis amusé quand même à faire un petit calcul là en fonction du nombre de produits, de tout ce qu'il y avait. Faut savoir que là quand même, il y a plus de 150 balles de produits. Donc voilà, je partage juste un chiffre comme ça fait un peu réfléchir. Et puis quand je serai au milieu de la montagne à me dire j'en ai marre un peu de bouffer ces trucs-là, peut-être que je repenserai à ça et je me dirais putain, un repas à 150 balles, je me fais quand même un bon resto, donc profites-en, savoure-le, et puis même si c'est petite portion par petite portion, ça vaut quand même son pesant d'or. Voilà, c'était la petite réflexion de la fin en termes de nutrition. On va essayer de voir si je peux aller récupérer le dossard, ce qui est vraiment pas sûr, mais voilà, on va tenter. Allez, go! Bon, et mission accomplie. On a été récupérer le dossard, et franchement, je crois que j'ai bien fait d'y aller à ce moment-là, parce qu'il y avait personne. Donc trop cool, j'ai passé à peine 5 minutes, 10 minutes à aller le récupérer. Donc ça va libérer une place pour demain, donc ça fera un petit peu moins de queue à ceux qui vont venir à l'heure où j'étais censé passer. Et puis moi je vais pouvoir boucler un petit peu le sac, les affaires et tout ça ce soir, donc ça c'est une bonne nouvelle. Allez, à plus. Bon, ça y est, jour J. Tout est prêt, les sacs d'assistance sont prêts, les ravitaux sont prêts, le dernier repas est fait, la dernière collation est faite, on est à 1h30 du départ. Et donc, juste un petit mot pour dire que je vais pas emmener de caméra avec moi. Je vais essayer de me concentrer pleinement sur ma course. Je vais essayer de récupérer des images à droite à gauche après, mais je vais pas prendre de caméra pendant. Par contre, on prendra le temps de faire
un bon débrief après. Bon, cette fois il n'y a plus le choix. C'est l'heure d'aller faire le tour du caillou. Ça y est, c'est l'heure du débrief de cette UTMB 2022. Je voudrais commencer par remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé leurs encouragements, leur soutien. Franchement, j'ai reçu beaucoup de messages, donc c'était vraiment très bienveillant de la part de tout le monde. Donc merci beaucoup pour ça. Pour ceux qui ont suivi la course, qui ont suivi le live, ça devait vraiment être une super édition à suivre. Me concernant, ça s'est pas passé exactement comme prévu. J'ai pas pu je n'ai pas relié la ligne d'arrivée à Chamonix. C'est une course très particulière où on est passé du très 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 bon au très 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 pas bon, pas bon du tout. Donc voilà, on va essayer de revenir un petit peu là-dessus pour tirer les enseignements. Donc déjà, on va commencer par tout ce qui s'est bien passé. Je suis super content de la prépa que j'avais effectuée au niveau physique. Clairement, j'ai passé un cap en termes de progression en course à pied, en trail cette année, et je me sentais très bien physiquement. J'ai vécu les 100 premiers kilomètres de course incroyable, une sensation vraiment de gestion, d'aisance. J'étais vraiment dans mon rythme, j'étais facile, je contrôlais vraiment très très bien ce qui se passe. La chance vraiment d'avoir pu reconnaître intégralement le parcours, c'est clairement une énorme plus-value. Donc franchement, sur tous vos courses, vos ultras encore plus, je vous invite à reconnaître le parcours parce que ça m'a beaucoup apporté. Dans ce sens-là, j'avais aussi décidé de ne pas partir avec la montre au poignet. Alors j'avais quand même la montre avec moi, je l'avais rangée dans une poche seulement. Je m'étais dit au cas où je me sens vraiment pas bien et que j'ai besoin de ma montre, je pourrais la mettre à ce moment-là, mais je suis parti donc avec la montre rangée. Et clairement, ça ne m'a pas dérangé du tout. Au contraire, j'étais focus sur mes sensations, j'étais focus sur mon niveau d'intensité. Et vu que je connaissais très bien le parcours, j'avais pas besoin de cette montre en fait. Clairement, c'est quelque chose que je ne recommande pas si on n'a pas fait cette reconnaissance du parcours, parce que c'est quand même très intéressant de pouvoir se situer, ne serait-ce que par rapport à l'altitude. Moi, c'est quelque chose que je regarde beaucoup au cours de la course en fonction du profil de celle-ci. Donc un début de course vraiment idéal. Je suis parti vraiment en toute fin de peloton. Donc vraiment, même si je l'avais voulu, je n'ai pas pu partir vite parce que de toute façon, j'ai marché déjà jusqu'à le milieu de la rue piétonne dans Chamonix. Après, forcément, ça fait un effet de masse. Donc dès qu'il y a une petite montée, il y avait un ralentissement, on se mettait à marcher. Donc clairement, je suis pas parti trop vite. Je suis arrivé à Saint-Gervais vraiment bien, vraiment frais. Le passage pour aller jusqu'au Contamine, c'est pareil. Il y a souvent pas mal d'ambiance, donc c'était cool, ça s'est super bien passé. La montée à la Balme, c'est pareil, de bonnes sensations. Je me ravitaille bien à la Balme. Je m'étais changé au Contamine, donc pareil pour la nuit, pareil pour le froid. J'étais impeccable. Très bonne descente jusqu'au Chapieux, et puis après, on attaque quand même. Pour moi, la première grosse difficulté qui est le col de la Seigne. Pas difficulté par rapport à la pente, mais surtout, moi je trouve que c'est une montée qui est assez longue, qui est assez usante. Donc voilà, ça se passe quand même plutôt bien. Les pyramides calcaires, j'aime un petit peu moins. On descend au lac Combal et puis là, l'arrêt du Mont Fav, descendre à Courmayeur. Franchement, tout s'enchaînait normalement. J'avais des sensations de fatigue et de petites douleurs musculaires, mais qui étaient tout à fait normales pour quelqu'un qui a fait 80 km de course. Et donc là, vraiment, le moral était quand même au beau fixe. Je me sentais bien. Je repars, direction refuge Bertonne. Ça, c'est pareil, une montée que j'apprécie, que je trouve très jolie. En plus, c'était le petit matin, les couleurs étaient belles, il faisait très beau. Franchement, on a eu des conditions vraiment top. Il a pas plu, donc ça, c'était vraiment super. Montée au refuge Bertonne, plus après tout ce plat descendant jusqu'à Arnouva. Alors ce plat, il est vraiment plat descendant sur le début, donc on a vraiment l'impression d'avancer vite. Par contre, la fin, c'est quand même plusieurs petites montées descentes, et c'est vrai que là on commence à sentir un petit peu, on se dit mais quand est-ce que ça finit ce truc là, pour enfin descendre dans le trou à Arnouva alors qu'on sait qu'on va remonter juste derrière au niveau du Grand Col Ferret. Donc là peut-être il y avait commencé à avoir un petit peu de fatigue, mais je me sentais encore très très bien à ce moment-là. Arrivé à Arnouva, peut-être que je fais un ravitaillement un petit peu rapide et je repars assez vite en finale dans le Grand Col Ferret. Alors je le sais, le Grand Col Ferret c'est une montée qui part très très raide, qui casse vraiment bien d'entrée. Et franchement là, au bout de 5 minutes de montée, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas. J'ai senti quelque chose qui avait pu, que le moteur en fait s'était éteint. Toute la machine s'était éteinte, il y avait plus de jus, il y avait plus rien.
Et puis là, ça a été le début des ennuis. Donc obligé de m'arrêter, de m'allonger dans la montée parce que j'ai eu un coup de fatigue vraiment intense, plus rien dans les jambes, plus possible de mettre un pied devant l'autre. Donc bon, je me suis dit ok, c'est premier moment de down, premier trou, premier moment pas bien, on va laisser passer la vague. Hein. Donc en général, la stratégie à appliquer dans ces moments-là, c'est de laisser redescendre un petit peu le rythme, de redescendre l'intensité, parce que c'est juste que notre corps a accumulé une certaine charge, une certaine fatigue, notamment une fatigue centrale, et la perception de l'effort, en fait, la sensation qu'on a de la difficulté à réaliser ce qu'on est en train de faire, est de plus en plus grande, et c'est ça qui nous oblige en fait à nous arrêter. Donc là, l'objectif, c'est de montrer au corps qu'on est capable de redescendre en pression, qu'on l'a entendu, qu'on est capable de faire moins vite, faire moins fort, se redonner un petit peu de marge pour pouvoir repartir. Et donc tout ça, c'est beaucoup là-haut que ça se passe, hein, mais ça permet de repartir normalement à coup sûr. Donc j'ai dormi, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai essayé de repartir vraiment lentement en baissant l'intensité. Ça avait quand même pas mal de difficultés à repartir, ça repartait pas vraiment. Donc là, forcément, tout de suite, il y a tout qui s'en mêle, les pensées un petit peu parasites qui se ramènent, la déception, la frustration, les douleurs qui sont de plus en plus fortes. Et puis là, voilà, c'est clairement la spirale négative. Grâce à des messages et à des appels de mes proches, j'arrive à me remobiliser pour repartir sur la Foulie. Donc j'étais déjà dans la moitié de la descente en fait du Grand Col Ferret. Hein. J'arrive à repartir, à recourir jusqu'à la Foulie. Donc là, je me dis ça y est, ça repart, c'est bien. Et en fait, après la Foulie, la fin de la descente jusque Champais, pareil, c'était moitié-moitié, ça repartait un peu, puis c'était dur, ça repartait un peu, puis c'était dur. J'ai eu la chance de partager un bon moment avec deux autres coureurs avec qui on a bien discuté, donc ça c'était chouette jusqu'à Champais. Mais la montée à Champais, je la pensais vraiment plus facile que ça, et j'ai vraiment souffert dans cette montée-là. Et du coup, à Champais, j'étais de nouveau un petit peu au fond du trou. Je voulais abandonner à Champais, hein, mais pareil, on a réussi à me remotiver, à me remobiliser pour vraiment quitter Champais, qui peut être un piège, parce que forcément, on est bien, il y a le lac et tout ça, c'est facile d'abandonner en fait à ce moment-là. Donc j'ai réussi à me pousser un peu au cul pour repartir, direction Trian. Et voilà, ça repartait pas. J'avais beau aller doucement, j'avais beau manger, j'avais beau dormir et m'hydrater. Les sensations ne revenaient pas. Dans les montées, j'arrivais à monter doucement mais sûrement. Par contre, les descentes, c'est impossible d'avancer. J'arrivais pas du tout à avancer. J'avais une frustration qui augmentait. Et ça m'a amené à abandonner à Trian. Donc voilà un petit peu pour le résumé de la course. Donc clairement, il faut toujours essayer de voir les choses positivement. Le gros côté positif, c'est que je pense que l'entraînement que j'avais mis en place physique était le bon à refaire. Je n'aurais pas changé grand-chose parce que vraiment j'ai eu des super sensations sur ces 100 premiers kilomètres là jusqu'au début du Grand Col Ferret. J'avais jamais eu autant d'aisance en course sur une aussi longue période. Donc ça vraiment c'était très très positif et il faut absolument le garder et le mettre en avant pour la suite. Le but du coup de cette vidéo, c'est non pas de juste raconter l'UTMB. Je pense que des récits de course, vous allez pouvoir en trouver plein sur internet, sans doute des plus passionnants que le mien. Mais c'est vraiment de pouvoir justement tirer de mon expérience personnelle, qui est certes un cas unique, hein, c'est n égale 1, mais il y a plein d'enseignements et je pense qu'il y a plein de choses qu'on va pouvoir retirer qui pourraient servir à tout le monde parce que ça peut arriver à tout le monde de se retrouver dans ce genre de situation. Donc là, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de faire le point sur tout le côté un petit peu plus négatif et de voir comment j'aurais pu anticiper ça différemment, comment j'aurais pu prévoir différemment, qu'est-ce que je vais devoir modifier pour la suite. Donc clairement, je pense que le gros facteur limitant, c'était la fatigue accumulée en amont de l'épreuve. On le sait, pour ces épreuves d'ultra-endurance, le niveau de fatigue, le niveau de sommeil est ultra déterminant. On conseille clairement, dans la période d'affûtage, de mettre en banque un maximum d'heures de sommeil en maximisant ces heures, en allant se coucher plus tôt, en se levant plus tard, en faisant des siestes, bref, il faut mettre un maximum de sommeil en banque. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas forcément trop réussi à faire. J'ai pourtant essayé de me coucher tôt, mais c'était pas tant la quantité qui m'a gêné, c'est plutôt la qualité de mon sommeil. Cette année, j'ai toujours de gros changements dans ma vie personnelle, professionnelle, qui sont des changements très positifs. Hein. C'est des super projets, tout se passe très très bien, mais par contre, ça crée une fatigue, ça crée une charge mentale qui est très importante. De plus, dans les 10 jours qui ont précédé l'épreuve, j'avais une formation professionnelle, j'avais pas mal d'interventions avec le coaching du coureur. On était aussi sur le salon UTMB.
Donc mine de rien, même si c'était super enrichissant, c'était super motivant et c'était vraiment des très très bons moments, ben forcément c'est quelque chose qui crée quand même un impact au niveau de la fatigue mentale, et ça se peut que ça ait eu des conséquences le jour de la course. Je vais vous parler du modèle de la chasse d'eau qu'a développé Guillaume Millet, un célèbre physiologiste français, et d'ailleurs je pense que je referai un contenu dédié spécialement à ça. Mais en gros, il faut voir que on a une cuve, cette chasse d'eau, qui va se remplir en fonction des contraintes qu'on va appliquer. Donc il y a un petit robinet d'eau là qui remplit la cuve, c'est les contraintes qu'on met dedans. Et au fur et à mesure de notre effort, au fur et à mesure de notre épreuve, évidemment la cuve se remplit. Et ce remplissage de la cuve, en fait, il correspond à l'augmentation de la perception de difficulté. Donc plus la cuve est remplie, plus ça vous paraît difficile, plus ça paraît compliqué, dur, douloureux de continuer de faire cette épreuve-là. Et forcément, si la cuve est pleine et qu'elle déborde, c'est là normalement vous arrivez au point de rupture où la perception d'effort est tellement forte que vous devez arrêter. Donc ça, c'est je pense ce qui m'est arrivé, mais ce qui est déterminant aussi, c'est de savoir où est mon niveau de cuve avant même d'avoir débuté l'épreuve. C'est que si j'arrive avec une cuve déjà à moitié pleine, forcément j'ai une marge qui est beaucoup moins importante. Et je pense que c'était mon cas. Si on cherche encore à trouver des raisons, à expliquer tout ça, même s'il faut pas se chercher des excuses, eh bien, il y a peut-être eu une mauvaise gestion un petit peu de ma part, où c'est vrai qu'arrivé à Courmayeur, je me sentais vraiment bien. J'avais quand même respecté un pace très régulier et très facile jusque-là, et je suis peut-être reparti un petit peu fort de Courmayeur, la montée à Bertonne et puis tout le passage jusqu'à Arnova. J'ai peut-être mis une petite coche d'intensité un peu plus, ce qui peut avoir aussi expliqué là ce trou vraiment important au début du Grand Col Ferret. Donc là, c'est clairement une erreur de stratégie de course. Parti un peu trop fort, mis un peu trop d'intensité, pouf, fait passer la petite ligne rouge qu'il fallait pas passer, et puis derrière, on le paye cash. Donc ça aussi, c'est un des éléments qui peut avoir participé. Et un autre élément qui m'est venu après avec une discussion avec mon ami Seb, c'est que quand on a fait la reconnaissance à la fin juillet, j'étais sur la fin d'un gros bloc de charge, donc j'avais déjà de la fatigue aussi accumulée, et en fait j'ai commencé à être pas bien, à être moins bien, à partir justement du Grand Col Ferret, et notamment de la descente vers la Foulie. Et donc là, on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un inconscient qui, justement, quand j'ai reconnu le parcours, j'ai associé en fait à cette reconnaissance un passage qui était moins bon pour moi. Et vu que là, j'étais en course et que j'étais déjà fatigué également, forcément, mon cerveau a peut-être fait un rapprochement entre ces deux situations. Donc du coup, la conclusion qu'on pourrait tirer de ça, c'est peut-être quand vous faites les reconnaissances de parcours, oui, c'est super important pour faire un ultra d'avoir visualisé le parcours. Par contre, oui, c'est peut-être aussi super important de les faire dans des bonnes conditions de fraîcheur, pour que justement cette reconnaissance, elle soit associée à d'excellentes sensations. Parce que quand vous allez revenir dessus en course, si votre cerveau il a déjà eu une expérience qui était pas terrible à cet endroit-là, c'est quand même pas sûr que ça vous aide. Alors qu'au contraire, si ah non, je suis passé là, c'était super, j'étais en plein kiff, en plein contrôle, ça peut-être au contraire, ça va vous aider à relancer la machine. Donc voilà, c'est un point auquel je n'avais pas du tout pensé au début, mais finalement qui peut être très intéressant. Un autre point qu'on m'a souligné, c'était l'impact de la présence sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram et compagnie. Quel pouvait être l'impact justement sur la performance? Est-ce que on n'avait pas tendance à se mettre des objectifs qui étaient un petit peu trop hauts? Est-ce qu'on n'avait pas trop de pression liée à ça? Alors si, je pense que c'est évident. Moi, dans ma préparation personnelle avant la course, un de mes axes principaux, c'était de se dire je fais la course pour moi, pas pour les autres. C'est vraiment très personnel. Il faut être très égoïste là-dessus, parce que si on commence à faire la course pour les autres, ça marche pas. Donc j'avais quand même réussi, je pense, à bien me détacher. Mais c'est indéniable quand voilà, on sait qu'il y a pas mal de monde qui va regarder, qui va scruter, qui va observer, qui va commenter un petit peu tout ça. Ça doit rajouter une charge, et on le voit classiquement, il y a quand même beaucoup de personnes qui créent du contenu autour de la course à pied, qui se retrouvent à abandonner sur des grosses courses, sur des courses où il y a un impact mental qui est important. Donc oui, c'est clair que ça a un impact. Quelle conclusion tirer de tout ça? Moi, je pense que la vocation première de ma chaîne, c'est de partager du contenu, des connaissances éducatives sur l'entraînement, la gestion des blessures et des choses comme ça. C'est pas de faire des récits de course. Donc à l'avenir, je pense que je parlerai moins justement de mes courses personnelles, ou alors ce sera vraiment peut-être un petit peu comme je le fais aujourd'hui, c'est de dire voilà, j'ai eu cette expérience-là personnelle, voilà les conclusions que je peux tirer, je pense que c'est quelque chose qui peut être utile à tout le monde, et donc que je les partage.
Donc voilà, c'est peut-être une première remise en question par rapport à ça, par rapport au partage de ces moments-là. Il y aura peut-être de l'évolution dans ce sens. Dans ma préparation, je parlais du fait de justement d'essayer de me concentrer sur moi-même, d'être focus de faire la course pour moi et de pas faire la course pour les autres. Une erreur que j'ai faite à un moment donné, c'est que je pense que j'ai sous-estimé l'événement, j'ai sous-estimé l'épreuve, ou alors que je me suis surestimé moi-même. Parce que, je vais être honnête, je n'ai pas pensé à un moment ne pas finir l'épreuve. J'ai aujourd'hui de l'expérience sur les formats 100 miles. Je connais très bien je connaissais très bien le parcours. J'avais confiance dans ma condition physique. Et c'est vrai que je me suis pas projeté. Qu'est-ce qui peut se passer si je ne finis pas l'épreuve? Et ça, c'est une grave erreur que j'ai faite. Et c'est clair que ça a eu un impact. Et que du coup, ne m'étant pas visualisé à l'échec, ne m'étant même pas visualisé à passer 2 nuits complètes, je pensais arriver en début de nuit, du samedi au dimanche, en début de nuit, un peu après minuit ou juste avant minuit, enfin bref. Et donc du coup, je m'étais pas projeté plus loin, et ça, c'est une grave erreur que j'ai faite. Donc clairement là il y a quelque chose à retirer et quelque chose à travailler pour les prochaines fois. C'est que j'ai certainement eu un excès de confiance, et c'est presque un non-respect de l'épreuve, hein, de penser qu'on est plus fort que l'épreuve, qu'on est plus fort que tout ça. Donc là c'est vraiment un point sur lequel personnellement je m'en veux, et je vais devoir bien le digérer ça, parce que ça va prendre un petit peu de temps, je pense. En parlant de respecter l'épreuve, on va parler de l'abandon en tant que tel. Oui, quand on arrive à Trian, il reste une trentaine de kilomètres, il reste 2 grosses montées. Sans doute que physiquement j'avais les capacités pour continuer d'aller au bout, mais comme je l'ai dit, vu que je m'étais pas projeté là-dessus, c'était quelque chose qui me paraissait complètement impossible, avec la fatigue centrale accumulée et puis ma perception d'effort qui était boostée fois 1000 et qui me disait stop depuis déjà 45 km et près de 8, 9, 10 heures. Voilà, ça m'a amené à l'abandon, et ça c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel je peux m'en vouloir, parce que c'est pas respecter l'événement, c'est pas respecter aussi les autres coureurs et tous ceux qui n'ont pas été tirés au sort, tous ceux qui n'ont pas pu participer et qui essayent de participer depuis des années. Donc ça aussi c'est quelque chose que je vais devoir digérer, que je vais devoir analyser, et sur lequel je vais devoir rebondir. J'ai presque la sensation d'être redevable en fait vis-à-vis de l'épreuve, de montrer que non, j'étais capable et je méritais de participer à cette épreuve-là. Il y a presque un peu de honte aussi là-dedans. Donc ça aussi c'est un des points sur lesquels il va falloir travailler personnellement pour pouvoir rebondir. D'un autre côté, je pense que le fait d'abandonner est vraiment quelque chose qui pique dans l'ego, qui pique dans l'âme, et que cet abandon me permet et va me permettre en fait d'avoir une remise en question qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus pertinente que si j'avais vraiment continué à forcer à aller jusqu'au bout, où je me serais peut-être dit ça a été difficile, t'as pas fait ce que t'avais voulu, mais t'as quand même été au bout, c'est bien, et hop, on passe à une autre chose, on passe à l'autre course. Alors que non, en fait, il y a plein d'enseignements à tirer de cette expérience. Et voilà, peut-être que l'abandon, cette piqûre là, ce petit coup de poignard là qui vient faire mal, va permettre justement de bien rebondir et de s'améliorer en fait pour devenir meilleur, à la fois en tant qu'athlète, à la fois en tant que coach, à la fois en tant que personne d'une manière générale. Donc voilà, j'essaye de me consoler en tout cas avec cet argument-là. Voilà, donc je pense que je vous ai fait un retour un petit peu complet sur ce qui s'est passé, sur la course, sur les différentes phases, les différents événements, tout ce qui a pu en fait mener à l'échec. Donc vraiment, cette vidéo, elle se veut quand même éducative. La première partie est un partage un petit peu de la course, mais la seconde partie est se veut clairement éducative pour que vous aussi, si vous vous retrouviez dans des situations comme ça, vous pensiez peut-être en amont à tout ce que je viens de citer, parce que clairement, c'est des choses qui peuvent être évitées. Faut pas oublier que sur Ultra, c'est votre cerveau qui vous arrête, c'est votre perception de l'effort qui vous arrête, hormis une blessure ou des choses comme ça évidemment, mais clairement, moi dans la descente de la Foulie, quand j'avançais plus, que j'étais pas capable de mettre un pied devant l'autre, il y aurait eu un danger vital, un loup, un ours ou je sais pas quoi qui me court après, j'aurais couru, mes jambes elles auraient répondu, c'est évident. Donc c'est la bride que met notre cerveau. J'essaierai de revenir là-dessus parce que c'est un sujet qui est passionnant, mais qui nous limite. Donc il y a plein de petites choses en fait à mettre en amont, à mettre en place en amont pour justement essayer de lutter, de parer tout ça. La prépa mentale en fait évidemment partie. Donc voilà, j'espère que ces conseils et que mon expérience personnelle pourra vous servir à éviter justement le pire sur une course. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et puis portez-vous bien. Allez, ciao les runners.